Allez, on démarre. Le temps qu'on fasse l'appel, il est dans le bureau. Allez, cantonné Gérald présent. Claire Péchel, absente. Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi, ben, il arrive. Dolores Adamski, Alain Fernandez, pouvoir à Brahim Sadi, il est là. René Martin, pouvoir à Dolores Adamski. Pascal Lubin, Nadège Mancino, absente. José Dos Santos, Vanessa Renard, absente. Sébastien Magnier, pouvoir à Marie-Laure Tresca. Marie-Laure Tresca. Daubigny Marie-Emeline, absente. Françoise Soulier, s'est excusée. Damien Vinciguera. Présent. Serpadji Laetitia, elle est excusée, elle a une réunion CAPV. Éric Glénat. Franck Présumé. Clotilde Berthier, pouvoir à Franck Présumé. Stéphanie Bessé, absente. Ginesté Sébastien, Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banquieri, pouvoir à Anne Drogo. Cluzel Nicole. Pazero Robert, pouvoir à Florian Grenier. Jean-François Rimémeil, pouvoir à Éric Glénat. Et Didier Demzuc, pouvoir à moi-même. Donc le quorum est OK. Nous allons donc pouvoir délibérer. Donc juste pour vous informer que donc Sandy Keleïfa n'a pas souhaité siéger et est donc remplacé par Didier Demzuc qui sera présent à la rentrée parce qu'il a été convié que vendredi et travaille, donc il sera là. Nous allons nous rencontrer en juillet pour faire le point sur ces 2 années et je vous assure qu'il sera là au mois de septembre. Didier Demzuc. Voilà. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Marie-Laure Tresca. Et je vais commencer par laisser la parole à Monsieur Gillet, notre DGS, qui souhaitait prendre la parole suite au dernier conseil municipal du 16 mai. Il vous faut un micro. Oh oui, oh non. Ah bah si, on enregistre. Non, ma voix porte. Ah non, mais on Oh, enregistre. ne vous inquiétez pas. Ça va pas rentrer dans la presse. Allez, allons-y. Mesdames et messieurs les élus municipaux, suite à la dernière séance du conseil municipal du 16 mai 2022, il me semble être de mon devoir en ma qualité de rappeler que le rôle d'un élu n'est pas de se substituer au préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité des actes qui lui sont transmis. Mais peut-être est-il opportun également de préciser que ce contrôle s'exerce a posteriori, et ce depuis la loi du 2 mars 1982. Je vous ferai grâce à ce sujet de l'appel des services de Monsieur le Préfet le 30 mai dernier, s'interrogeant sur l'opportunité du retrait de la deuxième délibération prévue à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. Situation paradoxale s'il en est. Depuis ma prise de fonction à Tullin le 8 janvier 2021, ce n'est pas la première fois que j'observe une contestation de la légalité d'une décision avant même sa transmission aux services préfectoraux. Je citerai ainsi les modalités d'attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2021, la cession d'une propriété issue du domaine privé de la commune et, le 16 mai dernier, la réorganisation de l'exécutif communal. Ce rôle incombe, je le redis, au seul représentant de l'État dans le département et il ne saurait en être autrement dans une république décentralisée. Qui plus est, et je regrette l'absence d'une élue ce soir, adresser au directeur général des services, au cours d'une séance du conseil municipal, une jurisprudence parcellaire ne correspondant pas au cas d'espèce objet de la délibération n'est pas une méthode acceptable. Plus grave, cette attitude constitue une entrave manifeste à la bonne marche de l'administration communale et démontre une méconnaissance avérée du fonctionnement d'une collectivité territoriale. Pire, ce comportement me semble être un signe de défiance vis-à-vis de l'institution communale, un signe de défiance vis-à-vis de l'ensemble des agents municipaux et, par voie de conséquence, une faute. Les agents qui travaillent à la rédaction des actes administratifs, préalablement à leur vote, ont droit au respect et il est de mon devoir d'éviter toute tentative d'instrumentalisation de ce travail à des fins purement politiciennes.
Le rôle de l'agent est de s'assurer de la conformité des actes soumis au vote, celui de l'élu, de les approuver ou non politiquement. Enfin, et pour conclure, dans la mesure où certains comportements devraient perdurer, je serai amené en conscience à prendre mes responsabilités, comme je l'ai toujours fait, en ayant pour ma part à l'esprit le seul intérêt général. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Gillet, pour ce texte. Nous allons donc pouvoir démarrer maintenant l'ordre du jour de ce conseil municipal, en commençant par l'approbation du compte-rendu de la séance du 16 mai. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je pense qu'il y a une erreur sur le décompte du vote des subventions. Je suis indiqué comme ayant voté pour, alors que j'ai voté comme le reste de mon groupe. Non, alors moi je me souviens bien que tu as été le seul à voter pour. Ah non. D'accord. Ah non. On a vérifié. Ah oui, il me semble là dans l'audio. Hein. Alors on s'est mal compris alors. Je me suis abstenu pour le club de basket et pour moi je votais le reste comme mon groupe. Je pense qu'il y a au minimum une incompréhension. Alors. Ok, bon, en tout cas, oui, non, mais enfin, voilà. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient sur l'approbation du compte-rendu ? Et voilà, ça repart. Il ne faut pas prendre le micro. Ok, compte-rendu adopté, je vous remercie. On enchaîne avec le compte-rendu des décisions. Donc, première décision. L'engagement donc pour le remplacement de la centrale et des blocs de secours à la salle des fêtes de Tullin. Une décision concernant la signature d'une convention de mise à disposition de matériel pédagogique pour des manifestations, l'aide au tri. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Est-ce que je garde le nez sur ma feuille ? Décision suivante, donc l'engagement pour les réparations de la piste d'athlétisme de la commune de Tullin. La signature d'un marché de services pour l'infogérance des infrastructures informatiques de la ville, du CCAS et des écoles. Oui. Franck, présume. Des informations et merci M. Gillet de me les avoir envoyées, comme ça permet d'avoir des éléments avant les questions. J'avais en tête que dans le budget, il y avait à peu près 100 000 euros du poste informatique. Là, ça représente beaucoup moins, donc c'est une partie de ça. Je voulais comprendre... Est-ce que ça a vraiment baissé à ce point-là ? Oui. Parce que là, on parle de quoi ? De 30 000 euros ? Oui, de 40. Donc on passe de 80 000 à 30 000 ? Bah oui, on avait un peu l'impression qu'on se faisait enfler, si je peux me permettre cette... D'accord. Voilà. Et est-ce que ça va fonctionner ? Parce que moi, j'ai... je ne sais pas si c'est lié à ça, mais moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas de... que j'ai pas de messagerie et apparemment Paul Denis a un peu du mal, et c'est pas contre elle que je dis ça, évidemment, ce Gilles, avec le je sais pas, la personne avec qui vous avez signé, quoi. Donc, alors t'as pas de chance parce que visiblement... Je suis le seul. Bon. Ouais. Je suis pas visé, j'espère. Non. Alors on peut se poser la question, peut-être, je sais pas. Okay. Non, en tout cas... Non, mais alors, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, et puis au niveau des agents, on va pas leur laisser la parole ce soir, mais ça marche plutôt bien. Oui, ça marche plutôt très bien. Ok. Donc si ça pouvait être réglé, si c'est en plus c'est moins cher et plus efficace, c'est parfait. Alors non, on ne dit pas que c'est plus efficace, on dit que ça marche bien. Et ça marche pas plus mal. Et pas moins bien. Mais par contre, oui, mais si tu as un problème de mail, mets Paul est au courant. Alors si Paul est au courant, ça va se régler. D'accord. Bon. Ils sont là régulièrement. Non, mais voilà. Ok. Donc cette décision, en fait, c'est une décision modificative parce qu'il y avait des erreurs dans les montants. Donc les nouveaux montants, on économise même encore 6 000 euros, voilà, pour aller au bout de l'explication. Parce que la dernière décision, on était à 17 500 euros hors taxe pour mairie CCAS et on passe à 13 950. Et pour le lot 2 qui est dans les écoles, on était à 11 760 euros hors taxe à 9 850 euros hors taxe. Voilà. Décision suivante, l'engagement donc pour le changement et le déplacement donc des arroseurs sur le terrain de foot et de rugby.
La décision suivante concerne la signature d'un marché de travaux pour la création d'un aire de stationnement avec traitement paysager en centre-ville. La décision suivante, la signature d'un contrat rectificatif pour le désherbage des cimetières de la commune. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine municipale. C'est pour l'initiation au triathlon comme l'année dernière. La signature d'un contrat de cession des droits de représentation avec musique sur scène. L'engagement pour une intervention d'entretien ponctuel de la piscine municipale. La signature d'un contrat de prestation de services avec Music and Light pour le bal populaire et la sonorisation du feu d'artifice de mercredi 13 prochain. La signature d'une convention pour la location-gérance du snack de la piscine municipale pour la saison été 2022 avec C'est bon mais c'est chaud, représenté par M. Philippe Perrichon. La signature du lot numéro 1, donc la démolition et la désamiantage et le terrassement, la maçonnerie verdée du marché de travaux pour la démolition et la reconstruction de l'annexe de l'école de Fur avec la société Thomaï. Je pense qu'on va être obligé de fermer la fenêtre, sinon on va s'envoler. Oui, Franck. Oui. Sur ce sujet, parce que c'est en lien aussi avec la commission aménagement qui a eu lieu et les annonces qui ont été faites, avec un dépassement important de ce qui était prévu au budget. On arrive à un projet qui est à plus de 400 000 euros. Alors on n'a pas beaucoup de détails sur ce projet, et donc il est lancé puisque vous avez signé la signature du lot 1, donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire machine arrière, et ça nous inquiète, cette décision, parce qu'on a l'impression que 400 000 euros, alors même s'il y a beaucoup de subventions, ça reste de l'argent public, et 400 000 euros pour refaire une classe de 70 mètres carrés à peu près, et ça nous paraît démesuré, quoi. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez des explications un peu plus précises à fournir au conseil municipal sur ce projet-là, pourquoi 400 000 euros pour une classe, et on n'a pas bien compris ce qui était à l'arrière, en fait, la salle actuelle, est-ce qu'elle est complètement démolie aussi, refaite, combien il y a de mètres carrés, quoi, le ratio au mètre carré nous paraît vraiment cher, quoi. Voilà. Le micro, s'il vous plaît. Ah, vous avez piqué le micro. C'est Florian Grenier qui va vous répondre. Alors, vous auriez pu avoir les réponses à la commission. Mais... Bon. Non. Ah bon? Ah ben j'ai rien dit alors, pardon. Alors, on en a parlé longuement sur de nombreuses commissions, je suis désolé, mais c'est le cas, à la fois du projet, à la fois des subventions qui étaient liées. Donc on avait une subvention de 60% du département jusqu'à 300 000 euros de TTC, hors taxe. Le premier projet porté sur la totalité, enfin l'appel d'offres qui a été fait pour les architectes a été porté sur la totalité du bâtiment, à la fois le bâtiment qui sert de salle pluridisciplinaire, enfin la salle de mobilité, et également sur la salle de périscolaire. Le budget là a été complètement dépassé. Donc un deuxième projet a été fait par TKMT, qui est un architecte tullinois, portant uniquement sur la salle aujourd'hui qui sert de périscolaire, pour la création d'une salle plurivalente de 70 mètres carrés. Le budget initial était de 356 000 euros de TTC, et on arrive à un budget final de 404 999 euros à la fin de l'appel d'offres, soit un dépassement de 50 000 euros TTC, qui est aujourd'hui, au vu de la conjoncture, très peu. Ça maintient un reste à charge au niveau de la commune de 141 000 euros, 119 euros. Aujourd'hui, ce mobil-home est complètement vétuste. Les enfants passent presque au travers du plancher. Il est amianté. Et de ce fait-là, on a des travaux très lourds à envisager pour accueillir convenablement les enfants sur le groupe scolaire. Il y a eu un appel d'offres et un retour de l'appel d'offres, si vous voulez, qui pourra vous être communiqué. Il y a eu 33 réponses au total.
Donc on a une plus-value de 50 000 € à absorber pour permettre un accueil convenable des enfants sur le groupe scolaire et donner une nouvelle identité au groupe scolaire. On crée un parc végétalisé, ça a été construit 70 mètres carrés de salles pluriscolaires et 45 mètres carrés de parvis. Alors ça a été co-construit avec la directrice de l'école et l'ensemble des agents périscolaires. Donc ça fait 1 an que le projet est en cours d'élaboration. Il y a le auvent, Franck. Il y a un auvent végétalisé. Après, aujourd'hui, si on remet en cause tous les devis Enfin, il y a eu un appel d'offres, c'est tout carré. Hein, donc... Et par contre, ce qu'il faut aussi préciser, le plan école pour lequel on bénéficie des 60% de subventions est terminé au 31. Là, est terminé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devait refaire ces travaux hors plan école, on retomberait dans les subventions dotation territoriale du département à 30%. Donc, et aujourd'hui, on parle quand même d'un, et vous le connaissez tous, d'un Algeco qui a failli prendre feu il n'y a pas très longtemps parce que les radiateurs électriques et tout, enfin c'est juste pas possible. Là, il y a une opportunité, il faut y aller. C'est les écoles, c'est pour accueillir les enfants. Ben non, mais on est d'accord. En fait, tout... Aujourd'hui, tu vois bien que tout ce qui se passe, l'enrobé, il a pris 3 fois le prix, la ferraille de 600 € le kilo, la tonne, pardon, de 600 € la tonne est passée à combien, Damien? Voilà, Damien, c'est ton métier? Voilà, donc... Et il y a du désamiantage. Voilà, il y a tout un travail de dépôt. Et puis, on a anticipé aussi sur la salle qui est après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir faire la deuxième partie de la salle enfin, le chantier est prévu pour pouvoir se prolonger et finir le gymnase. Voilà. Donc, on est arrivé au bout des décisions. Je vous propose qu'on passe au déroulé de séance. Alors, en commençant par donc l'institution de la vie politique, avec donc une première délibération, qui est la détermination donc du nombre d'adjoints au maire et fixation de l'ordre du tableau des adjoints. Donc, je vous rappelle, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ces articles L2121-1, L2121-2, L2122-1, L2122-2, L2122-7-1 et L2122-7-2. Vu la délibération numéro 2020-5.1043 en date du 7 juillet 2020 pour laquelle il a été décidé de fixer à 6 le nombre d'adjoints et vu la délibération numéro 2022-5.2-087 en date du 16 mai 2022 relative au non-maintien des fonctions d'un adjoint au maire, considérant que l'ordre du tableau des adjoints est le suivant. Premier adjoint au maire vacant, deuxième adjoint Florian Grenier, troisième adjoint Anne Drogo, quatrième adjoint Brahim Sadi, cinquième adjoint Dolores Adamski et sixième adjoint Alain Fernandez. Considérant qu'un poste d'adjoint au maire étant désormais vacant, il convient que le conseil municipal se prononce sur la nouvelle détermination du nombre des adjoints. Considérant que la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales n'a pas pour objet de faire obstacle à la candidature d'un adjoint à un autre poste d'adjoint devenu vacant, considérant la candidature de Mme Dolores Adamski, 5e adjointe au poste vacant de première adjointe, il est demandé au conseil municipal de modifier le nombre des adjoints au maire pour le réduire de 6 à 5 et de promouvoir l'adjointe occupant le 5e rang au rang de l'adjointe dont le poste a été déclaré vacant, c'est-à-dire au premier rang, et de promouvoir l'adjoint occupant le 6e rang au 5e rang. Alors, je vous propose dans un premier temps de modifier le nombre des adjoints au maire et de le réduire de 6 à 5 avec un vote à main levée et de promouvoir l'adjointe occupant le 5e rang au rang de l'adjointe dont le poste a été vacant au scrutin secret, et ce, conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
et de ce fait de promouvoir l'adjoint occupant le 6e rang à glisser au 5e rang. Voilà. Donc je vous propose de voter à main levée sur la réduction du poste d'adjoint de 6 à 5. Attends, 2 secondes. Pardon, oui, Franck. On va prendre du temps. On ne va pas demander de suspension de séance comme la dernière fois, mais on va quand même prendre du temps. J'ai quand même une question technique, si M. Gillet peut me répondre. Tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais le service de l'égalité, je ne les ai pas appelés, hein, je vous promets. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander avant une délibération si elle est valable ou pas? Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on est obligé de le faire après? Si on peut le faire avant, vous voyez bien qu'il y a ma question, est-ce que vous l'avez fait, quoi, pour être sûr? Moi, on n'a pas d'avis là-dessus. On n'est pas dans votre histoire avec Mme Péchel. Nous, on essaye de... Moi, je la cite, parce que vous ne l'avez pas citée, ça aurait été plus sympa de la citer, au moins on sait de qui on parle. Mais on n'est pas là-dedans. Mais moi, on veut juste savoir si cette délibération, elle est retoquable ou pas. Est-ce que vous avez pris contact avec le service de l'égalité? J'ai pris contact avec 2 services à la préfecture. J'ai eu un courrier de la préfecture qui n'était pas à ce sujet. Les services de la préfecture, aujourd'hui, la loi est de 2019, décembre, il n'y a aucune jurisprudence qui contredit cette délibération. Par contre, le droit administratif est un droit jurisprudentiel, ça vous le savez. Okay. Ce qui veut dire que si le préfet... Aujourd'hui, la loi permet cette délibération. Ce n'est pas mon avis, c'est pas notre avis à la lecture du texte. Alors c'est pour ça qu'on est un peu embêté. Moi, j'ai des dossiers avec des juristes. Mais sans polémiquer. La préfecture ne répond pas... Ne répond pas à la question. Alors, je lui ai envoyé le texte de la délibération à 2 services. Je les ai eu au téléphone. Le mec est dans mon bureau à ce moment-là. J'ai mis le haut-parleur. Ils se sont étonnés que nous n'ayons pas passé la 2e délibération. Je vous retranscris ce qui a été dit. Moi, je vais vous dire notre analyse, parce qu'on a quand même travaillé. Et on s'est renseigné. Il y a le texte de loi dont on fait référence dans la délib d'ailleurs, l'article 2122.7.2, dit exactement quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. On est d'accord? Alors c'est le cas pour Dolores Adamski qui succède à Claire Péchel, mais ce n'est pas le cas pour Alain Fernandez, qui succède à Dolores Adamski comme 5e adjoint. Donc pour nous, ce texte n'est pas... Alors, sauf que moi, je viens d'une commune avant où il y a 2 adjoints qui se suivent. Je suis allé sur leur site internet, j'ai eu le directeur de cabinet de cette commune qui m'a... Les 2 adjoints se suivent. Depuis les dernières élections. Depuis que l'adjoint a démissionné, eux, ils ont fait un autre choix, ils ont déclaré le poste vacant. Nous, le maire, le conseil municipal, en vertu de l'article 22-12, enfin je ne sais plus, je peux vous le dire, l'article, la règle, c'est que c'est le conseil municipal qui détermine le nombre d'adjoints. C'est le principe de... Mais alors pourquoi pour éviter, là vous êtes bien conscient que Alain Fernandez remplace Dolores Adamski au 5e rang. Vous êtes d'accord? Ça, c'est interdit par le texte. Non. Ben si. Ceux-ci sont choisis, quand il y a lieu en cas de vacances de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Alain Fernandez succède à Dolores Adamski au 5e rang. Donc le texte n'est pas... voilà. Après, alors, je vais jusqu'au bout. J'ai trouvé aussi sur Internet une réponse du ministère au niveau du Sénat. Il est dit, la volonté du législateur est pourtant claire. En effet, on parle de la parité et de l'alternance. En effet, le dernier alinéa de cet article était un amendement numéro 1219 en séance à l'Assemblée nationale, dont l'exposé des motifs indiquait que cet amendement précise qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat de même sexe, de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire. Ainsi, même s'il n'est pas prévu expressément qu'un poste d'adjoint créé en cours de mandat doit être pourvu en respectant le principe de parité, c'est toutefois ce qui ressort de l'intention du législateur qui a entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du mandat. Donc ça, j'imagine que vous avez fait les mêmes choses que moi, vous êtes allé chercher des infos. Donc nous, avec ces 2 informations-là, nous, on ne dit pas qu'on n'est pas effectivement législateur, on n'est pas dans la règle. En tout cas, nous, si cette délibération est votée, on interpellera
c'est notre rôle d'opposition ou même de conseil municipal, interpellera le préfet pour vérifier cette... voilà. Et on vous le dit, pas par derrière, on vous le dit que... alors, d'abord, on votera contre cette délibération, parce que, pas pour des questions juridiques, mais parce qu'on estime que ce serait mieux que ce soit paritaire, et qu'aujourd'hui, votre exécutif n'est pas paritaire, et que ça aurait été peut-être simple de faire monter, de désigner une femme parmi votre équipe, ou parmi la nôtre, non c'est une blague, pour que la parité soit respectée. Donc on votera contre parce qu'on est pour la parité dans l'exécutif. Très bien. Et ben moi je vous propose... Ah, pardon. Moi, juste pour préciser, enfin excusez-moi si je peux me permettre. Oui. Non, le préfet nous dit quand même dans un courrier qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir, qui était lié, mais le conseil municipal peut décider de supprimer un poste d'adjoint comme le lui permet l'article L 2122-2 du CGCT. Donc le conseil municipal peut supprimer un poste d'adjoint. Ben alors, si vous supprimez, vous passez de... Mais par contre, la règle... Vous supprimez le sixième adjoint, et sur le cinquième, c'est Alain Fernandel qui remplace. À la limite, vous laisseriez le cinquième adjoint vacant. Alors ça, on peut. Vous n'auriez pas de problème. Non, mais ça, on peut. Ça, on peut. À ce moment-là, je vous donne la solution. Non, mais on peut. On en a parlé. On en a parlé, on peut. Mais c'est pas... Vous n'avez pas 10 minutes de suspension, vous avez 2 mois quand même. Non, mais attendez. Bon, allez, on a des sujets beaucoup plus importants. Je vous propose qu'on passe donc un vote à main levée pour passer de 6 à 5 adjoints. Qui est contre? Avec les pouvoirs, on est d'accord. Ah bah je sais pas. Donc 4. Ouais, non, mais... qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Donc on passe bien de 6 à 5. Et donc maintenant, il faut que nous votions à bulletin secret pour promouvoir Dolores Adamski au rang, premier rang, au rang qui est vacant. Donc je vous propose qu'on laisse... Alors d'abord, il me faut une secrétaire, et on l'a, et 2 scrutateurs. Donc Eric ou Franck, un scrutateur, l'un ou l'autre. Eric, ok. Et un autre scrutateur de chez nous, puisqu'il n'y a pas Madame Bessé. Donc, José, tu avais fait la dernière fois, tu sais faire? Allez, super. Donc, je vous laisse vous approcher, messieurs les scrutateurs et Madame la secrétaire de la boîte. Et je vais vous appeler. On ne va pas faire circuler l'urne. Les bouts de papier, ils sont là. Donc, on vous laisse. Marie-Laure. Donc vous pouvez, on écrit à notre place, on va distribuer à tout le monde. Donc l'idée c'est de mettre, vous avez le droit de mettre DA sur le bulletin pour Dolores Adamski. Et oui, et donc ceux qui ont des pouvoirs, ils votent 2 fois. Oui, je vais appeler de toute façon. Donc je vous laisse 30 secondes pour écrire. Donc ceux qui ont des pouvoirs, vous prenez 2 bulletins. C'est bon. Check, Monsieur Brahim. C'est pour éviter de faire des fautes à Adamski. Hein ? J'y vais moi. Donc, par contre, il faut que je reprenne la liste. Oui, les scrutateurs, pardon. Vous allez à côté de l'urne, mais vous voterez quand je vous appellerai. Ouais, allez, toi aussi. Pardon? Ouais, c'est moi qui l'ai mis, mais vous m'avez vu. Donc Claire Péchel absente, Florian Grenier. Anne Drogo, qui peut enchaîner aussi, comme ça on ne perd pas trop de temps.
Brahim Sadi. Dolores Adamski. Faut tirer sur. Non. Brahim, tu restes là-bas, oui, tu restes à côté. Dolores d'abord, et après Alain Fernandez, pouvoir à Brahim Sadi. René Martin, pouvoir à Dolores Adamski. Pascal Lubin. Mancino Nadège absente. José. Vanessa Renard absente. Magnier Sébastien, c'est Marie-Laure Tresca qui a le pouvoir. Marie-Laure Tresca, à toi. Marie-Emeline Daubigny, absente. François Soulier est excusé. Damien Vinciguera. Serpadji Laetitia, excusé. Éric Glénat. Franck, présumé. Clotilde Berthier, pouvoir à Franck, présumé. Stéphanie Besset, absente. Ginesté Sébastien, absent. Cédric Augier, absent. Charles Banqueri, pouvoir à Anne Drogo. Cluzel Nicole. Robert Pazero, pouvoir à Florian Grenier. Jean-François Rimémeil, pouvoir Éric Glénat. Et Didier Demzuc, pouvoir à moi-même. On va compter le nombre de votants. Et vous nous annoncez le chiffre. Avec les pouvoirs. Oui. 20. Donc 16 votes pour Dolores Adamski et 4 blancs. Très bien, eh ben, je vous annonce donc que nous prenons acte de l'ordre du tableau des adjoints comme suit. Première adjointe au maire, Dolores Adamski. Deuxième adjoint au maire, Florian Grenier.
Troisième adjoint au maire, Anne Drogo. Quatrième adjoint au maire, Brahim Sadi. Cinquième adjoint au maire, Alain Fernandez. Je vous remercie. Deuxième délibération concernant la modification de la dénomination et donc de la composition des commissions municipales. Donc il n'y a pas... je vous donne les gros changements. Donc on a remplacé dans chaque commission, on a remplacé donc Aude Picard-Wolf par Jean-François Rimémeil, comme ce qui était prévu. Nous avons donc le nouveau nom des commissions. Alors là, c'est de la sémantique, hein, mais je vous les donne. La commission donc municipale ressources. Je vais vous donner la composition de la commission ressources parce qu'elle n'était pas dans la note de synthèse, nous ne l'avions pas finalisée. Donc en titulaire, Claire Péchel, Nadège Mancino, Nicole Cluzel, René Martin. Et en suppléant, Vanessa Renard, Sébastien Magnier, Alain Fernandez et Florian Grenier. Ah bah après, oui, pardon, alors, je peux ouais, bonjour Jean, il n'y a pas de souci. Oui, Franck, tu avais une question, non? Je n'ai pas donné les vôtres parce que ça n'a pas changé. Donc, mais j'avoue que je ne les ai pas, là. Mais ça ne change pas chez vous, en fait. C'est juste chez nous que ça change. Et deuxième, la commission municipale aménagement durable du territoire devient commission municipale urbanisme et travaux. Là, on a aussi un changement. Laetitia Serpaggi, qui était suppléante, passe titulaire, et François Soulier, qui était titulaire, passe suppléante. Alors, juste pour être clair, dans la commission donc ressources, en membre titulaire, il y a bien Franck Présumé et Cédric Augier, pour les groupes minoritaires, en titulaire, et en suppléant, c'est Jean-François Rimémeil et Sébastien Ginesté. Voilà, donc la dénomination de comme je vous ai dit, l'aménagement, la commission aménagement durable du territoire devient la commission municipale d'urbanisme, urbanisme et travaux. La commission service pour la vie quotidienne des Tullinois devient commission petite enfance et vie des écoles. Commission sport et jeunesse ne change pas. La commission développement de l'attractivité devient commission économie. Et la commission animation de la vie locale et patrimoine devient commission animation de la vie locale, culture et patrimoine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la composition des commissions? Sinon, je vous propose qu'on vote toutes les commissions d'un coup. Oui, Franck. C'est vrai que ce changement de dénomination nous a amusés, en fait. Mais en même temps, on voulait faire une petite déclaration là-dessus. On disait, au-delà du côté dérisoire et peut-être anecdotique du changement de dénomination, comme tu dis, c'est de la sémantique, les commissions, nous y voyons plutôt, nous, un abandon inquiétant de certaines notions qui étaient dans les titres. Donc il n'y aurait plus d'innovation à Tullin, il n'y aurait plus de coopération territoriale, plus d'aménagement durable, ça on l'avait remarqué avec tout le goudron, plus d'attractivité, toujours pas d'éducation, Anne, dommage, on aurait pu mettre éducation dans votre titre. Et donc, nous, après les grands discours rassembleurs du début de mandat, est-ce que ce serait un retour à la réalité pragmatique? Même si ce ne sont que des mots, comme tu l'as dit, Gérald, nous regrettons ce manque de vision et d'ambition. Cela démontre surtout, et je dis un mot puisque tu m'as lancé la perche tout à l'heure, que ces commissions, aujourd'hui, ne sont plus du tout, elles n'ont pas été beaucoup, des lieux de débat, de construction et de réflexion, mais sont devenues rapidement très descendantes et uniquement informatives. La plus significative est celle de la vie quotidienne, où maintenant, petite enfance, qui ne s'est pas réunie depuis le début de l'année, alors qu'il y avait quand même des sujets. Et puis d'ailleurs, vous n'avez même pas profité de cette délibération pour nous demander si jamais nous voulions revoir notre présence dans les commissions. Bon, vous l'avez fait remplacement poste pour poste, on l'avait évoqué, mais on aurait peut-être aimé un petit coup de fil pour dire peut-être qu'on aurait pu changer aussi par rapport au désiderata de Jean-François. Mais bon, il a été nommé comme ça, on va laisser comme ça.
Donc voilà, un peu plus de démocratie municipale ne ferait pas de mal à ce conseil municipal et à une équipe majoritaire qui s'essouffle largement, on le voit ce soir. Sur la participation en commission, j'entends ce que j'ai entendu il y a quelques années quand j'étais là-bas avec la caméra de la part d'un autre. Donc j'avoue que finalement les choses se font et se défont. Enfin en tout cas, nous ça ne change pas, c'est simplement pour simplifier, ça ne remet pas en cause les projets et d'ailleurs on aura largement l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs il y a eu une commission service à la vie quotidienne la semaine dernière. Je sais pas, peut-être, s'il y a un problème, il faut qu'on le règle en tout cas. Dis-nous, ouais. Quel problème du coup c'est... Ok, non mais peut-être. Hein. C'est vrai, on a essayé. Bah oui. Anticiper. Non mais... Alors là, on est d'accord on avait déjà amélioré les choses, on avait fait un calendrier sur 6 mois. On n'a pas toutes décalé les commissions non plus. Celles du mois de juin, on est d'accord qu'on les a décalées. Mais il y a aussi, mais je pense que vous vous en rappelez quand vous étiez à notre place, il y a des impondérables, il y a des choses. Les commissions... c'est pour te dire que les commissions, elles bougent. Je me rappelle pas. Alors, bon, ok. Alors on va faire mieux, on va faire un planning et on va essayer de s'y tenir. Mais il y a des réalités après. Mais bon, Anne veut parler, mais après on clôt, parce que... Oui, bien sûr. Non, c'est juste pour rester factuel. Donc vous avez eu un mail qui date du 10 juin 2022 à 8h09 précisément, provenant de Tulin Éducation, qui dit « Mesdames et messieurs les membres de la commission municipale Service pour la vie quotidienne des Tullinois, je vous informe que la commission municipale Service pour la vie quotidienne des Tullinois aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 18h30. Je vous passe le reste, qui a été envoyé à vous, Monsieur Présumé. C'est une convocation par... Mais l'ordre du jour a été envoyé par la suite, Monsieur Présumé. Et le lien visio, je l'ai fait au dernier moment pour justement l'accessibilité à cette commission. En tout cas, il y a eu une invitation, Monsieur Présumé. Brahim Mélan. Brahim. Non, on va avancer dans l'ordre du jour. Merci. Donc on est là pour voter, je vous rappelle, le but c'était de voter la composition des commissions, donc on va y revenir. Sur la composition des commissions, qui est contre? Qui s'abstient? Allez, composition des commissions et nouvelle dénomination. Accepté, je vous remercie. On passe à la suite. Donc personnel communal, première délibération, la modification du tableau des effectifs à la Direction générale des services avec la chargée de commande publique et de suivi des affaires juridiques. Donc, suite au départ prochain de l'agent en charge de la commande publique et du suivi des affaires juridiques, il convient de procéder à son remplacement. En fonction du candidat retenu, le grade peut varier entre le cadre d'emploi des rédacteurs
et celui des attachés territoriaux. Donc, dans ce cadre-là, il convient donc de créer un poste de chargé de la commande publique et du suivi des affaires juridiques ouvert sur les grades suivants, donc étant précisé que le poste est déjà créé sur le grade de rédacteur, lequel correspondant au grade actuel de l'agent en poste. Donc on crée un emploi à temps complet au grade d'attaché territorial, de rédacteur principal deuxième classe et première classe. Comme à chaque fois, c'est juste la possibilité qui est donnée de recruter sur plusieurs grades. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck. C'est juste une petite interrogation, enfin, encore une fois une inquiétude sur la délibération 3 et 4. Alors c'est sûr que c'est dur à suivre, hein, parce qu'à chaque fois il y en a, mais on a quand même une impression de turnover incessant dans les services. Mais peut-être que c'est juste une impression. Est-ce qu'on pourrait avoir, depuis le début du mandat, un peu combien de départs et d'arrivées on a eu depuis 2 ans, etc. Et puis avoir un organigramme, voilà, peut-être régulièrement qui se met à jour. Parce que par exemple, j'ai des gens, j'arrive pas à mettre leur, je connais les visages, j'arrive pas à mettre des noms, par exemple comme Amandine. Voilà. Donc ça serait bien qu'on ait, même nous, l'opposition, qu'on puisse connaître un peu l'organigramme et tout ça. L'organigramme a été validé en CT le 17 juin, donc il va être diffusé. Non, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas tant de turnover que ça. Là, l'agent, en fait, est muté. Enfin, non, pour tout savoir, son mari est muté, elle suit son mari. Voilà. Donc voilà. Mais il y a des changements. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement depuis qu'on est arrivé, mais le changement est salutaire, je crois. Quatrième. Pardon. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La modification donc, du tableau des effectifs, cette fois-ci concernant la direction des ressources humaines. Donc, suite au départ prochain par voie de mutation de la directrice des ressources humaines, il convient de lancer le recrutement en vue de son remplacement. Donc, même chose, là on crée à plusieurs grades, attaché territorial, rédacteur principal deuxième classe, rédacteur principal première classe. Là, pour la petite explication, c'est un agent qui habite très loin et qui, du coup, a trouvé un poste beaucoup plus près de chez lui qu'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Une modification du tableau des effectifs concernant cette fois-ci le pôle cadre de vie, donc le service urbanisme. Donc la commune de Tullin a adhéré lors de sa création en avril 2015 au service commun créé par la CAPV, donc pour pallier au désengagement des services de l'État, assurant donc jusqu'alors l'instruction des autorisations du droit des sols pour le compte des communes. Donc pour apporter une meilleure réponse aux porteurs de projets, tant qualitative qu'en termes de délai et dans le cadre de la structuration du service urbanisme, la commune ne souhaite plus bénéficier de ce service commun de la CAPV et souhaite instruire aussi donc directement toutes les autorisations et déclarations d'urbanisme. Donc pour ce faire, elle souhaite créer un poste d'instructeur d'autorisation des droits du sol. Donc en effet, compte tenu du coût du service appelé à être facturé à la commune dès 2023, des difficultés de fonctionnement de ce service commun, il est proposé au Conseil que la commune reprenne la gestion directe de ses dossiers d'urbanisme à compter du 1er janvier 2023 afin d'en optimiser le traitement. Donc, même chose, en fonction du candidat retenu, le grade peut varier dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs, rédacteurs et celui de techniciens territoriaux. Donc, vous avez eu dans la note de synthèse tous les grades qui sont ouverts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour information, parce que là, des questions auraient pu être posées, aujourd'hui... Pardon? Ah, mais pas tout le monde. Non, mais s'il n'y a pas de questions, voilà, on a voilà, même sur l'aspect financier. Parfait. Non, mais des fois, il n'est pas tout le temps clair aussi. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante concernant la modification du tableau des effectifs donc du pôle Vivre Ensemble, donc le service vie scolaire. Donc un agent exerçant donc les fonctions d'ATSEM faisant valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2022, il convient donc de la remplacer
en créant le poste suivant, un emploi à temps complet d'adjoint technique territorial. Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On reste dans le pôle du vivre ensemble. Donc, suite à la décision de la collectivité d'organiser la semaine scolaire donc, sur 4 jours pour l'année scolaire 2021-2022, certains postes avaient été créés donc, en accroissement temporaire d'activité au sein du pôle vivre ensemble. Après un an de fonctionnement et donc suite au bilan de l'année écoulée, il s'avère que 3 de ces postes peuvent être créés en poste permanent au tableau des effectifs. Donc les postes suivants sont donc ouverts sur des emplois permanents et annualisés en raison de la nature des fonctions exercées. Donc un emploi à temps plein, un emploi à temps non complet de 24h42 annualisé au grade d'adjoint d'animation territoriale et 2 emplois à temps complet 35 heures annualisés d'adjoint technique territorial. Un agent titulaire d'un temps de travail à temps non complet assure depuis plusieurs années des fonctions donc à la piscine municipale de l'été. Il convient d'augmenter donc la quotité de temps de travail dans son poste afin de régulariser sa situation en intégrant des heures réalisées à sa quotité de temps de travail de la manière suivante. Donc on supprime un emploi à temps non complet de 24h25 au grade d'adjoint technique territorial et on crée un emploi à temps non complet de 28 heures au grade d'adjoint technique territorial. Voilà, donc ça aussi, c'est dans l'objectif qu'on s'était fixé depuis le début du mandat, d'essayer de pérenniser un maximum de postes pour éviter que les agents aient un contrat, par exemple, à 15 heures et qu'ils fassent toute l'année 20 ou 25 heures. Donc un travail très minutieux qui permet de un petit peu moins précariser les emplois au service périscolaire, qui est un service difficile compte tenu des heures à la découpe. Voilà, donc tout ça a été bien sûr présenté en CT aux représentants du personnel et a eu un avis favorable des présents. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck. Comme vous le savez, toutes les délibérations qui concernent la semaine de 4 jours ou les effets de la semaine de 4 jours, vu qu'on a un désaccord profond, on s'abstient, comme depuis le début du mandat, sur ces délibérations. Ah, là c'est pas que le cas, puisque l'agent qui travaille à la piscine, bon, c'est pas que en lien avec ça. Mais bon. Elle est rattachée au pôle vivre ensemble. Allez, donc, pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. 8e délibération, donc, concerne cette fois le recrutement donc, de 12 agents pour accroissement temporaire d'activité au pôle vivre ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'on fait chaque année à la même époque. Donc, la décision du retour à la semaine de 4 jours prise en 2021 donc, a eu des impacts sur les emplois du temps des personnels travaillant donc, dans les écoles, ATSEM, personnel d'entretien et personnel périscolaire. Un point d'étape a été réalisé pour évaluer les besoins de l'année scolaire 2022-2023. Il convient donc de revoir l'organisation après une année de fonctionnement et de reprendre les emplois du temps des agents. Donc, le pôle du vivre ensemble et la direction des ressources humaines ont travaillé conjointement donc, sur les plannings appelés à être transmis au début des vacances d'été. Je vous rappelle au Conseil que le contrat initial d'accroissement temporaire d'activité ainsi que son renouvellement éventuel est limité à 12 mois sur la période de 18 mois consécutifs. Voilà, donc je vous propose la création 3 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 15 heures annualisés. Les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 352 pour ces postes à 15 heures annualisés. 4 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 24 heures annualisés. 3 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 10 heures annualisés. Les agents seront, bon, ça c'est la phrase habituelle, 1 poste en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 19 heures annualisées et 1 poste en accroissement temporaire d'activité à temps complet de 35 heures annualisées. Ce qui nous fait la création de 12 postes. Pour comparaison, l'année dernière, nous étions sur 15 postes. Donc là aussi, il y a un énorme travail des services, à la fois du pôle du vivre ensemble et des ressources humaines, pour optimiser une fois de plus la masse salariale, et ce qui va donner une économie
envisagé sur l'année à venir de 10 000 euros. Voilà. Mais un très gros travail des services. Hein. Très très gros travail. C'est aussi pour ça qu'on a dû décaler à la fois les commissions et le conseil municipal pour que les agents aient le temps de travailler sereinement à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Et délibération adoptée, je vous remercie. 9e délibération concerne cette fois-ci donc la signature d'un avenant à la convention générale et d'objectifs donc signé avec la MJC du Pays de Tullin, donc en date du 12 janvier 2022, pour la mise à disposition donc de personnel les mercredis à compter de la rentrée 2022-2023. Donc dans le cadre de la mise en place d'un partenariat avec la MJC pour l'accueil des enfants donc le mercredi et pour en permettre le bon fonctionnement, donc la commune mettra à disposition de la MJC du personnel qualifié. Donc aussi, afin de préciser les conditions de cette mise à disposition, il convient bien sûr donc de compléter et donc de modifier l'article 2.3 de la Convention par la signature d'un avenant. Voilà, donc je vais vous lire cette modification. Donc article 2.3, mise à disposition de personnel, de matériel et de moyens. Entretien régulier, donc la commune met à disposition des agents municipaux pour l'entretien régulier des locaux. Restauration scolaire de la Pléiade, la commune met à disposition 2 agents, 3 heures par jour pour les enfants de l'accueil de loisirs. Ils s'occupent de la préparation, du préchauffage des repas, du service, de l'entretien du restaurant scolaire. L'accueil des enfants les mercredis, donc la commune met à disposition 3 agents qualifiés à raison de 5 heures par mercredi pour l'année scolaire, donc hors vacances. L'aide au projet, à la demande de l'association, la commune peut, afin de soutenir les projets et actions de l'association, mettre à disposition des moyens humains et matériels à titre gracieux et de façon ponctuelle. Ces demandes devront être faites en temps voulu sur le site internet de la commune. Et enfin, un chapitre sur la communication. Afin d'élargir les supports de communication de l'association, la commune veillera à faire apparaître les informations communiquées par l'association au sein de ses propres supports de communication. Voilà. Donc c'est une modification uniquement pour le... C'est une modification de l'article 2.3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Juste une petite demande de précision, s'il vous plaît. Quel sera le coût pour la commune et est-ce que cela aura une incidence sur la subvention versée à la MJC? Sur la première réponse, c'est 8 500 €, si je ne dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Et sur la deuxième, on aura tout le loisir d'en discuter un peu plus tard, lorsque nous travaillerons sur les subventions. Ok. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au... Oui, tu prends part au vote, pas de souci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voilà, juste Franck Présumé qui ne prend pas part au vote. Nous en avons terminé avec le personnel communal. Nous allons passer au budget finance. Une première délibération donc concerne la demande de renouvellement donc auprès de l'État du cofinancement donc du poste de chef de projet Petite Ville de demain à temps complet. Donc je vous rappelle que par délibération en date du 20 mai 2021, le conseil municipal a approuvé la création d'un poste de chef de projet Petite Ville de demain à temps complet et a sollicité donc son cofinancement auprès de l'État et de la Banque des Territoires. Suite à la labellisation donc de la commune de Tullin au titre de ce programme par la préfecture de l'Isère le 17 décembre 2020, il est rappelé que le dispositif Petite Ville de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires aux alentours en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Ce programme a pour objectif de donner aux élus des villes et de leur intercommunalité de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité les moyens de concrétiser leur projet de territoire. Donc la chef de projet Petite Ville de demain a donc pour principale mission de participer à la conception du projet de territoire et en définir la programmation, de piloter et coordonner le programme d'action opérationnelle et d'animer et de mobiliser le réseau des partenaires. Vu la convention d'adhésion Petite Ville de demain de la ville de Tullin signée le 27 avril 2021 par le préfet de l'Isère, le président du conseil départemental de l'Isère, le président de la CAPV et moi-même, il est demandé au conseil municipal de solliciter l'État pour le renouvellement donc, du cofinancement du poste de chef de projet Petite Ville de demain
et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Pour information, l'année dernière, nous avions eu 36 000 €. Alors, pour être précis, Je crois que c'est 36 000. 36 260. Voilà, 36 260 €, donc, qui correspond à 75%. C'était la plafonnée, voilà, 40 000 €, 45 000. Voilà, donc on redemande pour 2023. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante concerne donc la garantie d'emprunt pour le programme immobilier, donc le Memento, composé de 9 logements locatifs en PLUS et de 6 logements locatifs en PLAI, donc en cours de construction, avenue Nelson Mandela, par la SDH. Voilà, vous avez le document en annexe 1. C'est pas la SDH. Ah, donc. Société Habitat Dauphinois. Société Habitat Dauphinois. C'est pas SDH. La SDH, c'est la Société Dauphinoise pour l'habitat. Et là, c'est bien la. Pardon. Très bien. Je m'excuse. Voilà, donc pour information, la Société Habitat Dauphinois sollicite la commune pour la garantie donc, à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant donc, de 1 602 986 €, donc, afin de financer la construction du programme immobilier, le Memento, constitué donc, de 9 logements en PLUS et de 6 logements en PLAI. Voilà. Donc, je vous précise que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Est-ce que vous avez des questions? C'est ce qui se fait pour tous les programmes immobiliers, sociaux, pardon. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons passer à l'éducation et je vais laisser la parole à Anne Drogo. Donc, dans le cadre de la mise en place d'un partenariat avec la MJC du Pays de Tullin pour l'accueil des enfants le mercredi, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur des temps périscolaires en vigueur. De ce fait, il y a lieu de rapporter le règlement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires, adopté le 20 mai 2021. Donc, je demande au conseil municipal, vu l'avis de la commission municipale Service pour la vie quotidienne des Tullinois du 29 juin 2022, donc de rapporter le règlement intérieur qui vous a été transmis en pièce annexe des temps périscolaires des écoles maternelles et élémentaires adopté le 20 mai 2021 et d'adopter le nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Franck? Oui. On a été interpellé un peu par des usagers. Là, il est dit dans la délibération que c'est en lien avec le partenariat avec la MJC du Pays de Tullin. Donc, je ne vois pas complètement le rapport avec ça. Quel est le rapport avec la MJC? Par rapport au mercredi en folie, oui, ça je comprends bien. En fait, mais on nous a interpellés plutôt pour des problématiques d'horaire des lundis, mardis, jeudi et vendredi, des horaires qui ne seraient plus tout à fait les mêmes, etc. Est-ce qu'on peut avoir une explication là-dessus? Oui. Alors, donc, effectivement, par rapport au lien avec la MJC du Pays de Tullin, c'est simplement que dans le règlement 2021, il était mentionné les mercredis en folie avec une prise en charge de la commune. Il fallait juste le modifier pour dire que le relais avait été passé. Concernant les horaires jusqu'à 17h30, donc effectivement, avant l'after school qui a lieu après la sortie des écoles, se déroulait de 16h30 à 17h15. Il nous a été remonté par plusieurs familles que les enfants n'avaient pas forcément le temps de goûter et que c'était un temps qui était assez stressant pour eux après une bonne journée d'école. Deuxièmement, il est proposé à l'école des Moulins et à l'école de Fur une pause cartable encadrée par les enseignantes qui du coup, effectivement, trouvaient que le 16h30 jusqu'à 17h15 était complètement inefficace, en fait, pour pouvoir accompagner les enfants correctement. Donc, effectivement, il a été ajouté
17h15 à 17h30 et c'était aussi une demande de nos équipes périscolaires pour avoir le temps d'instaurer un temps convenable avec les enfants et qu'on ne se cantonne pas qu'à une garderie. Effectivement, il nous a été remonté des soucis d'horaire, 17h30, puisque l'école de musique propose effectivement des cours avant 17h30 et que ça allait être peut-être le cas pour plusieurs associations. Donc comme je l'ai dit en conseil d'école, on ne changera pas les horaires. Maintenant, à nous, en interne, de trouver une solution pour qu'effectivement, et cela va peut-être concerner 2 voire 3 enfants par accueil périscolaire sur les écoles, de nous organiser en interne pour pouvoir les libérer afin qu'ils puissent avoir leurs activités extrascolaires. Mais je pense qu'il est du devoir de la commune de penser en termes de collectif et de bien-être de l'enfant et pas sur certains cas. Mais nous y sommes vigilants et trouverons une solution en interne. Ok, pour bien comprendre, donc ça veut dire qu'un enfant, il sort soit à 16h30, soit à 17h30, soit en échelonné à partir de 17h30, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, à titre tout à fait personnel, hein, je suis d'accord que c'est impossible de trouver des horaires qui conviennent à tout le monde. Il y aura toujours des gens pour dire celui-là il est mieux, celui-là il n'est pas mieux, etc. Mais la semaine de 4 jours, vous savez pourquoi je suis contre? C'est parce que ça rallonge la journée des enfants. Et là, vous en remettez une petite couche supplémentaire pour que les enfants qui ne peuvent pas partir à 16h30, vous leur remettez encore un quart d'heure, 20 minutes obligatoire en plus. Et moi, donc, je voterai... on ne s'est pas mis d'accord, mais à titre personnel, je voterai contre cette délib juste pour ça. Juste pour ce petit quart d'heure en plus pour les enfants à qui vous avez déjà rajouté une journée scolaire de fou. Voilà. Alors juste, il ne s'agit pas forcément d'un quart d'heure, 20 minutes, mais bien moins, puisque l'année dernière, la sortie était possible entre 17h15 et 17h20, et que l'année prochaine, elle sera disponible entre 17h30 et 17h40. Donc on parle bien là de 10 minutes d'écart. Ça permet aux parents qui ne travaillent pas sur Turin de pouvoir venir récupérer leurs enfants quand ils sont en retard en traversant Grenoble. C'est plutôt une bonne chose. Non, ouais, c'est pour ça. Voilà. On va passer plus de temps à débattre que les 10 minutes de plus que les enfants vont devoir faire. Ah. Mais des fois, ça permet d'avancer un peu, quoi. On va passer au vote. Qui est contre, donc? Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? 3. C'est comment, Clotilde, du coup? Ok. Délibération adoptée, merci. Je vais laisser la parole à Brahim pour l'adhésion au dispositif carte tatou Isère. Donc je rappelle qu'en juillet 2002, la commune a adhéré à l'opération Chéquier Jeunes Isère, initiée à l'époque par le Conseil général de l'Isère. En 2016, le conseil départemental a décidé d'améliorer l'accès des jeunes au sport et à la culture en élargissant le choix des activités et achats du Chéquier Jeunes Isère à l'ensemble du territoire. Le Chéquier Jeunes Isère est donc devenu à partir de la rentrée 2016 le PAC Loisirs. Cette année, le département de l'Isère, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de l'Isère, a initié un nouveau dispositif qui s'appelle la carte tatou Isère. Donc, je précise que la commune étant concernée par ce nouveau dispositif, à travers l'école municipale de musique et de danse, il convient donc d'y adhérer. Donc, je vous demande d'approuver l'adhésion de la commune au dispositif carte tatou Isère et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne la signature de la convention globale territoriale, donc la CTG, au Pays Voironnais pour 2022-2026, avec la Caisse d'allocation familiale de l'Isère, le département de l'Isère, le CIAS du Pays Voironnais et les 31 communes de la CAPV. Alors, on va pas dire à Brahim de tout lire, mais il va nous en dire un petit mot et puis vous aurez loisir de poser des questions. Merci Gérald. Donc je vais vous faire grâce de la lecture. Je pense que vous avez déjà tous pris connaissance
de ce qu'est la CTG, et puis aussi on a pu faire un point avec ceux qui sont membres de ma commission Jeunesse et Sport, où ils ont pu poser leurs questions. Donc ceux qui ne sont pas, qui font pas partie de ma commission et qui ont des questions ou des remarques à travers la future CTG, je vous invite à les poser. Donc la signature de la CTG qui remplace le contrat enfant-jeunesse, donc le CEJ, et qui permettra de sécuriser le droit financier et les premiers versements des bonus territoires aux porteurs d'actions. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'approuver la convention territoriale globale, donc CTG, en Pays Voironnais pour un contrat de 2022 à 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention territoriale globale en Pays Voironnais 2022-2026 et tout autre document lié à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous allons passer à l'économie avec 2 délibérations rapportées par Dolores Adamski. Dolores, je te laisse la parole pour la première délibération concernant la fixation du montant du loyer pour le local commercial communal situé 1 rue de Parménie dans le cadre d'un bail commercial à partir du 1er septembre 2022. Le Gribouille, la petite ardoise, vous l'appelez comme vous voulez. Dolores, je ne sais pas si tu vas y arriver. Je ne sais pas, je vais essayer. Essaye, allez. Je vais éteindre celui-là. Donc la commune de Tullin a lancé en avril 2021 un appel à projet pour la location du local destiné à accueillir une activité commerciale, c'est un commerce de bouche ou autre qui était précisé dans l'appel à projet. Un seul candidat a déposé un dossier et à l'issue de son audition réalisée par la commission municipale Attractivité en octobre 2021, le projet de tarterie salon de thé avec organisation de soirées à thème a été retenu. La commune a dû réaliser des travaux de mise aux normes, électricité, plomberie, sanitaire, conduit d'évacuation, plafond, coupe-feu, qui sont d'ailleurs toujours en cours d'exécution, qui ne devraient pas tarder à se finaliser. Il convient à présent de fixer le montant du loyer, le local étant constitué de plusieurs espaces pour une surface totale de 85,91 m², d'une cave et d'une cour extérieure. Le montant du loyer mensuel est proposé à 480 €, soit un montant de 67 € le mètre carré par an. Le loyer pourra être révisé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail et en fonction de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le montant du loyer mensuel pour le local commercial communal situé au 1 rue de Parménie à 480 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc on espère l'ouverture d'une tarterie dans le 4e trimestre 2022. Les travaux devraient être finis d'ici la fin de l'année. Donc un commerçant de plus à Tullin. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vais redonner la parole à Dolores pour l'attribution d'une subvention donc, au commerce Lise Air Coiffure à Tullin. Donc, dans le cadre du dispositif Financer mon investissement commerce et artisanat avec la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, la CAPV et la commune de Tullin qui abonde aussi. Et c'est la seule commune de la CAPV à faire ça et ça a été salué par le service économique du Pays Voironnais. Dolores, je te laisse expliquer tout ça. Alors, dans l'objet de revitaliser le commerce des centres-villes, nous avons délibéré en mars 2021 pour signer une convention solution région performance globale, financer mon investissement commerce et artisanat. Aide vitrine commune de Tullin avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette convention a été présentée et approuvée en commission permanente régionale le 26 mars 2021 et elle est destinée à aider les activités commerciales, artisanales et les services implantés sur le territoire de la commune de Tullin qui dispose d'un point de vente avec vitrine et permet de subventionner le commerce de proximité. L'aide est versée sous forme de subvention dont le montant représente 10% des dépenses éligibles. Elle vient en complément de l'aide régionale qui est de 20% et de l'aide de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais qui est de 15%. Madame Caroline Pereira, gérante du salon Isère Coiffure, situé 21 rue Général de Gaulle, a déposé un dossier de demande de financement pour réaliser des travaux de rénovation d'agencement ainsi que l'achat de matériel métier. Cette demande participe à la politique de l'économie de proximité et de commerce menée par la commune
Son dossier de demande de financement a été présenté en commission municipale d'attractivité et a obtenu un avis favorable de celle-ci en date du 28 juin 2022. Je précise que ça a déjà été accepté aussi par la CAPV. Donc la commune souhaite attribuer une subvention d'un montant de 3 813 €, représentant 10% du coût hors taxe des travaux, au profit du salon Isère Coiffure, pour soutenir ces travaux d'aménagement intérieur ainsi que l'achat du matériel métier d'un montant de 38 136 € hors taxe. Et donc, il vous est demandé d'attribuer cette subvention d'un montant de 3 813 € au profit du salon l'Isère Coiffure. Est-ce que vous avez des questions? Éric. Oui. J'avais cru comprendre que l'aide de la commune était obligatoire pour que l'aide de la CAPV de la région soit versée. C'est l'inverse? Non, oui. J'avais peut-être mal compris. Bon, en fait, il faut... Alors... Dolores Adamski. En fait, la région n'apporte son aide que s'il y a une collectivité qui lui donne son aide. Et quand nous avions voté cette aide initialement, c'était parce que le budget, l'enveloppe de la CAPV est arrivé à échéance, enfin, il n'avait plus de fonds à attribuer. Et pour ne pas faire perdre les 20% de la région, on s'était dit on va donner quelque chose aux entreprises. L'année dernière, très opportunément, le Pays Voironnais a allongé son enveloppe assez considérablement, ce qui fait que nous n'avons pas eu besoin, l'aide de la commune est venue en supplément de ce que fait la CAPV, de ce que fait la région. Cette année, la CAPV a déjà utilisé pratiquement 98% de son enveloppe, donc il n'est pas exclu que du coup l'aide vitrine cette année puisse servir à d'autres commerçants de Tullin s'il y a des dossiers déposés d'ici la fin d'année, qui leur permettront d'avoir du coup l'aide de la région. Mais il n'y avait pas d'obligation dans ce sens. Et au niveau de Tullin, on a une enveloppe au total de 15 000 € qui étaient mis au budget. Et c'est la première demande que nous traitons cette année. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On va passer à l'animation de la vie locale. Donc c'est moi qui vais vous rapporter les deux délibérations, Alain Fernandez étant en congé. Donc 17e délibération, l'attribution d'une subvention au titre de l'exercice 2022 à la compagnie Attraplune et à l'amicale des donneurs de sang bénévoles de Tullin-Fur. Donc je vous rappelle qu'au budget primitif 2022 de la commune, voté le 24 mars 2022, des crédits ont été prévus au chapitre des subventions. La répartition du versement des subventions de fonctionnement a été approuvée lors de la séance du conseil municipal du 16 mai. Certains dossiers avaient été remis hors délai, mais ils étaient éligibles. Donc au regard des critères d'attribution établis, il convient donc de soumettre au vote ce soir du conseil municipal le versement de la subvention pouvant être allouée à deux associations. Donc de la manière suivante, 1 000 € pour la compagnie Attraplune et 276 € pour l'amicale des donneurs de sang bénévoles de Tullin-Fur. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck. Alors déjà, il y a une petite erreur, je pense, dans la délibération, parce que, alors je ne sais pas pour l'amicale des donneurs de sang, mais en tout cas pour la compagnie Attraplune, le dossier avait été remis dans les délais. Donc, voilà. Certains dossiers ont été remis hors délai, je ne sais pas pourquoi. Il est écrit ça dans la délibération. La compagnie Attraplune avait déposé un dossier, il n'avait pas été du tout pris en compte par la commission et par Alain Fernandez. Ça m'embête de parler de lui alors qu'il n'est pas là, mais donc ce dossier était resté à zéro. On ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, on nous propose de diminuer par 2 sa subvention, alors qu'il avait 2 000 € l'an dernier, alors que la règle apparemment pour toutes les autres associations c'était moins 8%, donc lui pourquoi moins 50%? Cette association, on ne comprend pas, enfin, on ne peut pas dire qu'il y a des critères. Pour nous, c'est complètement arbitraire et autoritaire, cette baisse de 50%. Donc, cette association, pour ceux qui la connaissent, c'est une association qui a une grande qualité artistique, qui a une action importante sur Tullin depuis des années, qui effectivement a eu, comme tout le monde, des difficultés, et notamment dans le spectacle vivant en 2020 et 2021. Et je pense qu'avec un peu de coopération et de considération pour cette association, on aurait pu comprendre ce qu'ils font et ne pas, comme ça, sabrer cette subvention de 50%. Donc, on ne comprend pas ça.
D'ailleurs, ça nous permet aussi, cette délibération, de dénoncer une nouvelle fois ce taux de passe-passe que vous avez fait en baissant de 8% l'ensemble des subventions de la ville de Tullin, soi-disant pour verser des subventions à des gens comme la compagnie Attrape Plunicis, c'est ce qui a été dit en commission, je crois, alors qu'en fait, elle avait déjà une subvention de 2 000 €. Donc, bon, c'est des taux de passe-passe qu'on ne comprend pas. Donc, nous, on demande à ce que cette compagnie retrouve sa subvention de 2 000 €, moins les 8%, si vraiment vous voulez enlever ces 8%, comme tout le monde, mais on ne voit pas pourquoi on lui a sucré la moitié de sa subvention. Voilà. Donc, on votera contre, sauf si on change la délibération en séance, ce qui est possible, et qu'on mette 2 000 moins 8%. Je n'ai pas fait le calcul, mais on le fera. Merci Gérald de me donner la parole. Je vais juste répondre à Franck. Bon, c'est malheureux que tu n'aies pas participé malheureusement à la commission. C'est pas un reproche, hein. Je le dis vraiment, puisqu'il y a des critères et malheureusement on ne fonctionne pas à l'affect, Franck. C'est pas un message que je te lance. Il y a des critères qui ont été élaborés avec un groupe de travail. Il y a des critères qui ont été élaborés avec un groupe de travail qui a eu lieu et qui s'est super bien déroulé. Et où je salue Eric et Clotilde Berthier d'avoir assisté. Donc malheureusement, on ne fonctionne pas à l'affect. Franck, c'est peut-être à l'affect. Donc voilà, c'est arbitraire. Non, il y a d'autres associations qui ont perdu une petite somme. Donc malheureusement, c'est les critères qui font qu'à un moment donné, il faut arbitrer. Nous, on a rencontré, moi pour ma part, j'ai rencontré toutes les associations sportives et j'ai pu participer à toutes les AG. Je n'ai eu la remarque d'aucune association. Au contraire, ils nous ont même félicité de les accompagner et de les soutenir comme on le fait actuellement. Voilà. Donc il n'y a pas de tour de passe-passe, contrairement à ce que tu peux dire, Franck. Désolé. S'il vous plaît. Moi, j'étais à la commission avec Clotilde, et c'est surtout Clotilde qui était intervenue. Donc au départ, vous vouliez verser que 500 €. Suite à l'intervention de Clotilde, vous avez accepté de passer à 1 000 €. Et vous avez même dit que si la compagnie remplissait ses objectifs, vous pourriez même verser une subvention exceptionnelle. Donc ce n'est pas forcément des critères. Donc on est là pour débattre. Donc la commission est là justement pour en discuter, reposer les choses à plat et débattre. Donc effectivement, on a revalorisé la subvention de 500 à 1 000 € et j'étais le premier favorable justement pour la revaloriser. Et on s'était dit justement que pour l'année prochaine, il y aurait normalement une intervention de la part d'Attrape-Lune en lien avec le collège Condorcet de Tullin. Et c'est un critère qui fera justement peut-être revaloriser encore le montant de la subvention. Donc voilà. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre, du coup? Donc 4. Donc délibération adoptée. Je vous remercie. Dernière délibération, donc la dissolution du fonds de dotation Fonds Patrimoine Tullin-Fur. Donc par délibération du conseil municipal numéro 2018-9.1-144, donc en date du 16 décembre 2018, donc a été créé un fonds de dotation dénommé Fonds Patrimoine Tullin-Fur. Par cette même délibération, le conseil municipal a adopté les statuts de ce fonds. Donc il est rappelé au conseil que la création du fonds patrimoine de Tullin-Fur avait été motivée par le fait que la commune de Tullin, possédant un patrimoine architectural et culturel important, entendait faire appel à des partenaires extérieurs pour concourir à son entretien et sa restauration. Ce fonds n'ayant pas d'utilité puisqu'il n'a jamais été abondé, il est proposé de le dissoudre. Est-ce que vous avez des questions, Franck ? Alors je me suis fait, je remercie les services et Paul Denis en particulier parce que je vais poser la question pour me rafraîchir la mémoire. En fait, ce fonds a été déposé en préfecture, les statuts ont été déposés en préfecture et avec la signature des deux parties prenantes, la commune de Tullin et le comité de sauvegarde de l'église de Tullin. On avait eu une question, apparemment il manquait des pièces question de la préfecture, mais je crois que c'était juste au moment des élections municipales de 2020. Donc il n'a jamais été répondu à la préfecture, ce qui est logique. Hein. Donc de mon point de vue, ce fonds n'existe pas, puisque la préfecture n'a pas validé.
Donc s'il n'existe pas, on n'a pas besoin de le dissoudre. Bon, alors on peut toujours prendre des délibérations pour se faire plaisir, mais en revanche, s'il existe, effectivement, si la préfecture a récupéré ses statuts et les a validés, et simplement il y avait une demande complémentaire, s'il existe, il aurait été quand même éthique, voire même obligatoire, de demander au comité de sauvegarde de l'église de Tullin, qui n'est même pas au courant, qui n'était pas au courant de cette délibération avant que j'appelle le président, de dissoudre. Parce que dans les statuts, il est noté qu'au paragraphe dissolution, qu'il faut l'accord des deux parties pour dissoudre ce fonds. Donc je pense qu'il aurait été quand même poli même d'appeler le président du comité de sauvegarde sur cette délibération. Donc moi j'avoue que je ne sais pas pourquoi cette délibération est là à la fin de ce conseil municipal. Ok, moi je ne vais pas répondre à la place d'Alain et je pense qu'il faudra reposer la question au prochain conseil municipal parce qu'il l'a annoncé à l'AG de la comité de sauvegarde de l'église. Bah, c'est pour ça que je te dis, il faudra voir avec lui. Moi je ne sais pas qui dit vrai, qui dit. Mais. Ouais, alors on est plus. Du coup. Bon. Non, mais on va pas. Voilà. Il a un lien très étroit avec M. Fernandez. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Ouais, qui s'abstient. Donc, bah, dites-nous, 1, 2, 3, 4, dites-nous combien vous êtes contre. 4? Ah, je sais pas, Donc, juste Franck. Et que toi, pas Clotilde. Ok, donc, un contre. Donc, contre, après abstention. 3. Ok, délibération adoptée, je vous remercie. Pardon? Ce fonds, il n'a jamais été utilisé. Ça ne veut pas dire que nous, on ne s'occupe pas du patrimoine, mais on a mis les trois associations. Et d'ailleurs... C'est pas bien de dire ça qu'il n'est pas là. Non, mais il n'est pas là. Oh. Très bien, eh ben, on lui dira, pas de souci, et il pourra te répondre au prochain conseil municipal. Ou avant. On a voté. On arrive au bout donc de l'ordre du jour. Je vous propose de passer aux questions orales. Messieurs, dames, questions orales. Franck. Bien sûr. Alors, on a préparé, parce qu'on est très en colère, vous le savez, sur le dossier du multi-accueil Floréal. On avait déjà abordé ce sujet en question orale la dernière fois. On a préparé une déclaration, parce que quand je suis en colère, je bafouille, donc c'est mieux que j'écrive. D'abord, j'aimerais une question préalable. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce dossier? Ah oui? Tu veux répondre, Anne? Ah non, c'est moi, d'accord. Donc il a été acté le lundi 27 juin en conseil d'administration du CCAS, parce que je rappelle, contrairement à ce que tu avais dit que c'était moi qui avais décidé, non, il y a des instances, donc c'est l'instance du CCAS qui a décidé la fusion entre le Floréal et la maison de la petite enfance. Donc ça a été acté le 27 juin par les membres du conseil d'administration et pas moi tout seul. Deuxième chose, et comme nous nous étions engagés, dans la foulée, nous avions déjà anticipé la rencontre avec un porteur de crèche privée, alors c'est pas un vilain mot, un porteur de crèche privée, qui pourrait rentrer dans les murs et offrir à minima le même nombre de places aux parents tullinois. Et voilà, il y a des réunions qui sont calées là assez rapidement.
Donc voilà. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces personnes et depuis quand vous êtes en contact avec eux? Non, je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui. Ils n'ont pas acté, ni nous, donc je pense que c'est. Alors, on a au moins deux crèches, deux porteurs de projets intéressés. Donc, est-ce qu'il y a un appel à projet qui est lancé? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Ça va être fait. C'est en cours là, et une rencontre aussi avec la PMI du département, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça comme ça. Ok. Et comment expliquez-vous que sur les réseaux sociaux, une crèche annonce qu'elle va ouvrir des places à Tulin 3 jours après la décision du CCAS? T'imagines bien que les réseaux sociaux, à l'époque, ils avaient dit que je mettais un agent de la commune, comment c'était déjà, dehors. Bon, voilà. Après, s'il faut qu'on discute avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il passait du temps là. Non, mais moi, je pose des questions précises. Non, je te réponds. Est-ce que avec cette personne qui a annoncé l'ouverture d'une micro-crèche à Tulin, est-ce que vous êtes en contact? Et depuis combien de temps êtes-vous en contact avec cette personne? On est en contact avec 2 porteurs de projets. Celle sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, j'y suis pas. Ok. Et n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'accord. On le sait bien maintenant. Donc c'est n'importe quoi. Ah non, j'ai dit, je sais pas. Moi, tu me parles de quelqu'un qui a parlé sur les réseaux sociaux, j'y suis pas moi. Donc je sais pas qui c'est. Non, mais c'est pas quelqu'un qui a parlé sur les réseaux sociaux, c'est cette responsable de crèche qui a annoncé sur les réseaux, sur son compte Facebook, qu'elle ouvrait une crèche à Tulin. C'est pas quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux. C'est cette crèche, cette personne qui a annoncé 4 jours après la décision du CCAS que c'était officiel. Ah, carrément. Très bien. Très bien. Donc, vous n'êtes pas en contact, en contact avec cette personne. Nous, en tout cas, on n'a pas délibéré de rien du tout. Donc nous, non. On travaille sur le sujet. Point. Donc vous n'êtes pas en contact avec cette personne. On ne sait pas qui c'est. D'accord. Aurélia Pité, les petits poussins. C'est des gens qui nous ont contactés au même titre qu'une autre dame, mais moi, on ne donnera pas de nom ici. On a 2 personnes. Il dit ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Si on devait faire démentir toutes les conneries qu'il y a sur les réseaux sociaux, on va y passer du temps. Hein. Non, mais moi, je ne dis pas que c'est une connerie. Je vous demande si c'est une connerie ou pas. Depuis quand êtes-vous en contact avec cette personne, Anne? C'est pour ça que je pose des questions. D'accord, on n'a pas de réponse. Quelle est la démarche aujourd'hui? Comment ça va se passer? On ne sait pas. Quand on en saura plus, on dira tout. Alors vous avez décidé de fermer sans savoir ce qui va se passer derrière. On a 2 projets. Ok. Et quand on aura des infos précises, on les communiquera, y compris aux parents qui sont plutôt les premiers concernés. Très bien. Voilà. J'ai mes réponses. Maintenant, je peux faire notre déclaration. Donc, le 27 juin, comme tu le dis, effectivement, le conseil d'administration du CCAS s'est prononcé pour la fermeture du multi-accueil Floréal par 7 voix contre 6. Il faut rappeler l'historique. Au conseil d'administration du CCAS du 25 mars, la fermeture du multi-accueil Floréal avait déjà été évoquée en question orale. C'est dans le compte-rendu du 25 mars, qui est arrivé d'ailleurs 2 mois après. Il a été proposé donc une réunion spécifique à ce sujet. Une grève inédite des agents du pôle de petite enfance débute le 14 avril, portant sur les conditions de travail. La solution d'une fermeture pure et simple du service est avancée par M. le maire et son adjointe. Le mois d'avril passe, le conseil d'administration ne s'est toujours pas réuni pour parler du sujet. Le 11 mai, une réunion s'organise. Il faut décider dans l'urgence de la fermeture, mais le vote n'aura lieu que le 27 juin. Le 1er juin, lors d'une 2e réunion, Mme Androgo, Anne, présente un projet déjà bien avancé de micro-crèche, soutenu par M. le maire, qui affirme avoir toute confiance dans les porteuses du projet, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de ses voisines. C'est ce qui a été dit. Le scénario de la fermeture a été l'unique solution rappelée à chaque réunion de travail, laissant penser que la décision a été prise de longue date et de façon unilatérale. Nous savons maintenant que des discussions ont été entreprises depuis septembre 2021. De plus, l'espacement des réunions et une prise de décision tardive au mois de juin laissent penser que cela était nécessaire pour laisser se dégrader la situation. D'autre part, lors du conseil municipal du mois de mai, nous avons interpellé le maire sur le sujet.
Il a répondu que la décision n'était pas prise. C'était un mensonge. Que le besoin en mode de garde avait baissé à Tullin, 50 naissances par an au lieu de 100 auparavant, et que les assistantes maternelles étaient suffisamment nombreuses. Nous contestons fortement ces arguments. Les chiffres annoncés sont faux. Ils sont facilement vérifiables sur le site de l'INSEE. Le nombre de naissances par an est de 80 à Tullin et il varie peu depuis plusieurs années. Et la demande d'assistantes maternelles est importante. Elles ne sont que 40 sur la commune. Et de plus, elles ne gardent pas seulement des enfants de moins de 3 ans. Nous contestons donc l'ensemble de la démarche ayant amené à cette décision. Sur un sujet aussi important, un débat au sein du conseil municipal aurait dû avoir lieu, même si nous savons bien que c'est le CCAS qui est responsable. Une fois de plus, nous avons le sentiment d'une décision idéologique et autoritaire. Nous réclamons de prendre la seule bonne décision, même si elle est déjà prise, on peut revenir en arrière, garder intact le service public de la petite enfance dans notre ville et refuser la fermeture du multi-accueil Floréal. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de préserver un service qui s'adresse aux familles les plus en difficulté. Parce que le service rendu aux familles ne doit pas être la variable d'ajustement d'un budget rendu tendu par la mauvaise gestion communale depuis 2 ans. Parce que menacer de baisser les subventions des associations si la décision de fermeture n'est pas prise, comme cela a été affirmé lors de la dernière commission, est un pur scandale. Parce qu'aucune étude financière sérieuse ne vient prouver que la fermeture de Floréal fera faire des économies. Que devient par exemple le poste masse salariale avec une seule structure ? Que deviennent aussi les recettes que nous allons perdre ? Parce qu'aucune étude non plus n'a été élaborée pour une solution de remplacement, quel cahier des charges, appel d'offres, vous venez de dire vous-même que vous êtes au point mort là-dessus. Cette politique de casse des services publics est intolérable. Service éducation, ludothèque, maintenant petite enfance. Cette politique de marchandisation de nos enfants et de leur éducation est inacceptable. Au final, nous nous rendons compte que ton soutien, Gérald, à Laurent Wauquiez n'était pas fortuit, car le président de région, je savais que ça allait vous faire réagir ça, car le président de région ne renierait certainement pas cette politique libérale que toute votre équipe met en œuvre. Nous sommes en désaccord sur le fond, nous le sommes aussi sur la méthode, car tout ceci était manigancé depuis septembre 2021. La meilleure preuve étant l'annonce sur Facebook que vous découvrirez dès la fin de ce conseil municipal, j'imagine. Parce qu'une ouverture d'une microcrèche est annoncée seulement 4 jours après la décision du CCAS. L'appel à projet le plus court de l'histoire des collectivités locales. Bon, je ne vais pas répondre à tout parce qu'il y a quand même une partie où c'est faux, hein, mais je ne vais pas démolir un par un. On a eu... bon, par contre, je pense que Franck, ça serait bien que tu échanges un peu avec Clotilde Berthier qui a été associée, qui n'est pas d'accord. Hein. Ah bah alors... Bon. Alors, en tout cas, moi, je ne vais pas répondre à tout ça, et encore moins à l'histoire de Laurent Wauquiez. Alors, je vais finir, Franck. Moi, je ne vais pas faire de discours, hein, je vais simplement vous lire quelque chose, et y compris les administratrices du CCAS qui sont là ce soir, et qui ont voté contre la fermeture, et qui ont assumé leur vote, et qui sont là, et je vous en remercie, pourront corroborer ce que je vais vous dire, que Philippe Martin-Cochet a fait un énorme travail pour quantifier à la fois l'économie, mais ce n'est pas là le principal, c'est surtout la problématique et le dysfonctionnement de la structure par manque de personnes. Et on est bien d'accord que si on pouvait avoir un peu plus de souplesse, embaucher 2 personnes, ça marcherait très bien. Aujourd'hui, vous le savez très bien que vous êtes les premiers à nous dire de surveiller le 012. Donc là, on avait une opportunité de travailler sur le sujet, mais je voudrais simplement, pour terminer, vous lire un texte. Il n'est pas de moi. Il est d'un parent. Et vous allez voir après si la décision qu'on a prise, elle est si mauvaise que ça. Je vous le lis. Nous étions en séance, en CA du CCAS, le lundi jusqu'à 20h30. Philippe Martin-Cochet envoie un mail aux parents du Floréal le mercredi 29 juin, soit 2 jours après, à 12h50, à l'attention des parents en contrat au multi-accueil Floréal. Madame, Monsieur, un nouvel arrêt de travail venant s'additionner à des arrêts existants
Et en l'absence de personnel pouvant assurer le relais avec le cadre législatif qui est le nôtre, je me trouve contraint une nouvelle fois de vous annoncer la fermeture en journée du multi-accueil Floréal demain, soit jeudi 30 juin, après-demain, soit le vendredi 1er juillet. Croyez bien que je déplore cet état de fait qui engendre pour chacun d'entre vous des difficultés personnelles et professionnelles, mais ce jour, à l'exception de super pouvoirs que je n'ai pas, je n'ai plus de solution pour maintenir la structure ouverte en cette fin de semaine. Et tout le monde connaît l'implication de Philippe Martin-Cochet qui est en capacité d'aller remplacer pour ouvrir les structures quand il peut le faire. Réponse d'un parent, parce que forcément les parents réagissent. Bonjour monsieur Martin-Cochet. Donc réponse le mercredi à 15h21. Je me permets de vous répondre car je suis vraiment à bout de cette situation et je ne pense pas être le seul. J'ai 25 jours de congé par an. Ma société ferme 5 jours à Noël et 10 jours en août, soit 15 jours. Début janvier, la crèche a déjà fermé 4 jours, 2 jeudis et 2 vendredis. 8 jours de grève, 2 prochains jours et je pense encore oublier quelques jours, soit au moins 12 jours. D'après mes calculs savants, cela fait 15 plus 14 jours égale 29 jours. Je suis donc en négatif sur mes congés et donc sans solde. Je sais qu'aucune solution ne sera trouvée car nous sommes début juillet et que l'établissement est amené à être fermé, mais je trouve ça vraiment compliqué aujourd'hui dans une ville comme Tullin d'avoir une crèche comme celle-ci. C'est très certainement compliqué à gérer pour tout le monde, mais pour les parents, c'est impossible. Il faut encore que demain je pose 2 jours sans solde. J'annule mes rendez-vous avec mes clients et que je prévienne mon patron au dernier moment pour pouvoir m'occuper de mon fils. Je pense qu'à un moment ou à un autre, mon patron va en avoir marre de mon emploi du temps et va finir par me licencier. Si c'est ce dernier cas, je viendrai alors vous voir pour que vous trouviez un nouveau travail avec des horaires aménageables. Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, si ce n'est qu'aujourd'hui, moi, des parents comme ça, dans la souffrance, c'est moi qui les reçois. Et je n'ai pas de réponse à leur apporter aujourd'hui, donc on doit travailler sur une solution. La solution d'une micro-crèche, qu'elle soit privée ou publique, les parents, ce qu'ils veulent, c'est un mode de garde. Si aujourd'hui, on arrive à maintenir... En fait, aujourd'hui, pourquoi le privé ferait moins bien que le public? Enfin, je ne comprends pas. Les parents, ils cherchent des modes de garde. Des fois, ils vont chez une assistante maternelle, ils choisissent le public, ils choisissent le privé. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'était de maintenir 36 places. On va essayer de le maintenir. Maintenant, l'année dernière, on a reçu un courrier du département qui nous alertait sur le fait qu'on n'avait pas toutes, on était un peu borderline. Donc, le risque était peut-être de se voir fermer les 36 places plutôt que d'essayer de maintenir les 36 cette année. Alors, 24 publics et 12 privés. Et puis, qui sait, si on retrouve des marges de manœuvre, eh ben, on est en capacité de réouvrir des places en public. Rien n'est figé, sauf qu'aujourd'hui, la réponse aux parents, vous imaginez qu'il y a des parents qui choisissent le public et qui prennent des congés sans solde. C'est ça le service public. Alors peut-être que moi, je ne suis pas un adepte du service public, mais quand j'ai des parents qui me disent des choses comme ça, je suis bien obligé de prendre en compte et de leur dire que ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas. Voilà. Non, Gérald, oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit débat? Bien sûr. Tu dis le service public ne fonctionne pas. Moi, je dis il faut l'améliorer. Oui. Parce que le service public, il s'adresse à tout le monde. Vous savez très bien, et Anne est une spécialiste, donc elle le sait très bien, qu'une micro-crèche privée, elle ne s'adressera pas au même type de parents. Elle ne s'adressera pas aux gens les plus en difficulté. Vous le savez, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Donc ce n'est pas la même chose, une crèche publique et une crèche privée. Ce n'est pas possible que ce soit le même service et ça ne s'adresse pas au même public. D'ailleurs, ça serait quand même bien de savoir. Après, quel type de crèche vous voulez, mais on n'a pas l'information. Ensuite, tu dis, cette dame, là, vous ne lui trouvez pas de solution, parce que vous n'aurez pas de crèche au mois de septembre. Sauf si vous avez déjà tout prévu d'avance. Mais franchement, si vous me dites qu'aujourd'hui, là, il n'y a rien, ça fait 2 mois qu'on tergiverse au CCAS pour prendre une décision. Si la décision, elle était prise au mois d'avril, à ce moment-là, oui, il y avait le temps. Mais là, vous n'aurez personne, sauf à
à ne pas lancer un appel d'offres, etc., et sauf si c'est tout préévidence, vous n'aurez pas de solution en septembre. Donc nous, ce qu'on avait dit aussi, Clotilde a porté ça, de dire pourquoi cette précipitation ? Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi à ce moment-là ne pas anticiper ? Parce que là, en fait, on supprime un service public pour mettre un service privé qui ne rendra pas les mêmes services. C'est une évidence. C'est ça qu'on dénonce. D'accord ? Alors, juste sur 2 points. La première, la solution pour cette maman, si elle l'aura en septembre, puisque les enfants qui sont actuellement accueillis au Floréal, ceux qui poursuivent leur contrat, seront accueillis à la maison de la petite enfance avec même plus d'amplitudes horaires. Donc ça veut dire qu'en septembre, il y aura une solution qui sera proposée, merci, je vais finir, puisque s'il y a effectivement un nouvel arrêt, comme il se passe avec cette personne et cet employé, le sureffectif du personnel permettra un auto-remplacement et donc une non-fermeture des services. Voilà la solution qui va être proposée à cette maman. C'est-à-dire qu'on ne sera pas victime des arrêts à répétition et complètement justifiés, je tiens à le redire parce qu'elles ont un travail pénible, usant et fatigant. Elles ont absolument le droit d'être en arrêt, mais justement, c'est pour éviter la fermeture du service due à ces multiples absences. Deuxième point, et puis merci de dire que je suis une spécialiste, puisque effectivement, je comptais monter une microcrèche en 2020, le Covid m'en ayant empêché. Je pense que, comme dit Gérald, il y a un mot tabou derrière ces microcrèches privées. Il y a un encadrement de la CAF quand même, qu'on soit subventionné ou pas. Donc il y a un plancher et un plafond. Il y a un taux à ne pas dépasser, comme il y a un taux pour avoir quand même un minimum, plancher, plafond. Le tarif d'accueil d'une microcrèche, c'est effectivement sa gestionnaire qui le gère et elle peut le faire avec le quotient familial. Il peut y avoir 3 tranches, 6 tranches, 12 tranches, 24 tranches si elle en a envie. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce gros mot du microcrèche privé. Et deuxièmement, les porteurs de projets qu'on a reçus, notre choix se portera sur la personne qui sera le plus en lien avec les valeurs qu'on souhaite faire passer à travers le service public. Et c'est notamment justement l'accessibilité aux familles les moins aisées financièrement. Et deuxièmement, ce qui me tient particulièrement à cœur, l'inclusion d'enfants en situation de handicap. Voilà, donc arrêtez avec ce fantasme de la microcrèche privée qui fait des journées à je ne sais pas combien et qui sont richissimes. Je pense qu'il y a un moment, il faut parler aussi de ce qu'on connaît, Franck. Une dernière intervention, après on arrête. Je crois que c'est dans le règlement qu'on a le droit qu'à 2. Laisse finir, Brian. On attend de voir cette question-là. Ça prouve quand même tout ce que vous dites là, que tout était bien prévu d'avance, que vous avez rencontré des gens, que tout est bien prévu d'avance et que vous avez attendu le 27 juin pour faire voter le CCAS là-dessus. Heureusement que le CCAS a voté pour la fermeture, parce que sinon je ne sais pas ce que vous diriez à ces gens que vous avez rencontrés. Deuxièmement, je réponds une dernière fois sur le gros travail de Philippe Martin-Cochet. Oui, on a eu beaucoup de chiffres, mais on a réclamé aussi un vrai budget prévisionnel sur une année complète pour répondre aux questions, et on a travaillé aussi avec Eric qui connaît bien les sujets financiers. On n'a pas eu de budget global de la maison de la petite enfance à 24 places, avec la masse salariale en plus, avec les recettes en moins. Aujourd'hui, on n'a pas eu ça. On a eu des bribes d'informations, effectivement beaucoup d'informations, mais on n'a pas eu l'essentiel, c'est avoir un budget prévisionnel en année pleine sur les incidences financières. Donc aujourd'hui, quand on dit dans notre texte qu'on n'a pas, je ne sais plus comment c'est écrit dans le texte, qu'on n'est pas sûr que ça coûte moins, c'est vrai aujourd'hui. Alors peut-être que vous le savez, nous on ne le sait pas. Voilà. Ok, bon, je pense que c'est comme pour la semaine de 4 jours, on ne sera pas d'accord, mais finalement 2 ans après, les parents sont plutôt satisfaits du passage à 4 jours, même si on peut ne pas être d'accord. Nous, on estime que c'est la solution. Si ce n'est pas la bonne solution et que ça ne fonctionne pas, on réagira. En tout cas, alors, il y avait une situation d'urgence. On a essayé d'anticiper. On va essayer de trouver une solution rapidement. Mais on peut ne pas être d'accord. En tout cas, on débat quand même, finalement, ce soir. Ah oui, mais avec le micro, Pascal. Franck,
donc pour la fermeture des services publics, en 2016, vous n'êtes pas posé la question lorsque vous avez été fermé l'espace emploi. C'est un service public. Et donc, pardon ? Ça n'a pas été repris par le Pays Voironnais. Vous savez pertinemment que nous, on accueillait des gens sur le flux, alors que le Pays Voironnais, c'est des gens qui sont orientés ou par Pôle emploi ou par le RSA. Des personnes sur le flux ne peuvent pas voir la conseillère qui est au CCS. Donc vous avez fermé un service public et le service public de l'emploi. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Voilà. C'est une réalité. Bon, ben voilà, on sait qu'on n'est pas d'accord, mais on fera un bilan sur le sujet. Voilà. Et l'idée, c'était d'aller vite pour éviter de louper l'année, parce que si le CCAS repartait sur une année, on ne pouvait pas prendre des enfants et au bout de 3 mois dire aux parents, bah, finalement, on ne les prend plus, quoi. Là, on a abandonné personne. Et c'était quand même la priorité. Voilà. Et on améliore grandement les conditions de travail des agents. Alors, juste pour information, l'info, tu l'as peut-être sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ma voisine. Hein. Je peux te les présenter, mes 2 voisines. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Je peux vous présenter mes voisines. Bon, il y en a une qui est kiné et l'autre qui travaille pas. Mais je donnerai pas de nom, hein, mais c'est pas ma voisine. Hein. Bon, allez, on va clôturer ici. Bon, passez un bon été. Reposez-vous bien, tous et toutes. Et rendez-vous en septembre. On va vous faire un planning des conseils municipaux et des commissions auxquelles on va essayer de se tenir. Franck, je m'y engage. Allez, bonne soirée.